Vous écoutez Mister Radio. Radio Suisse romande. Énigme et aventure. Une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. Flic-flac. Les interprètes René Habib, André Davier, Sacha Solnia, Adrien Nicati, Claude Abran, Maurice Aufer, Alexandre Fédot, Georges Milot, Isabelle Villard, Lucie Avenet, François Simon, Claire Dominique et Pierre Holdener. Flic-flac. Ça y est, la vieille est liquidée. Était-ce bien utile? Pour le magot. Elle a craché? Trop coriace. J'ai rien pu en tirer. En lui grillant gentiment la plante des pieds, on aurait pu en venir à bout. Pourquoi est-ce que tu l'as descendu si vite? J'ai vu rouge. Nous voilà avec un cadavre sur les bras. Sans aucun profit. Tu es trop nerveux, Picoche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Examinons encore une fois ce plan que j'ai copié au cadastre. Vous voyez? Là, il y a un espace très net, à droite de la paroi nord de la pièce où nous nous trouvons. Une cavité pratiquée dans le mur, peut-être. Peut-être. Ces antiques demeures recèlent souvent ce genre de cachette. Ah, parlez-moi d'une bonne serrure à baratiner. Aucune ne me résiste plus de 4 minutes. Le baratin, il n'y a que ça de vrai. Qu'est-ce que tu veux? En ce temps-là, les coffres-forts n'étaient pas encore à la mode. Écoutez, ça sonne creux. Exactement à l'endroit indiqué. Ah oui, c'est très net. Oui, mais le mur ne présente aucune aspérité. Rien qui offre la moindre prise. La vieille n'a tout de même pas fait murer son bagot. Picoche, va voir de l'autre côté, dans l'escalier de la tour. Mais on n'aurait pas plus vite fait d'aller chercher une pioche? Pour ameuter le voisinage, hein? Avec la voiture de police devant la porte, mais on est couvert. Fais ce que je te dis et ne discute pas. Allez-y vous-même. C'est vrai, ça, je suis pas votre domestique. Et Picoche, obéis ou tu prends ma main sur la figure. Allez, ça va, je veux pas d'histoire, mais j'en ai marre, hein. J'ai toujours dit que ton Picoche n'était qu'une petite frappe. Et c'est vrai qu'il devient impossible. Enfin, avec le bénéfice de ce coup-là, il rachètera son garage. On en sera débarrassé. Le bénéf. Il faudrait commencer par trouver le magot. Tu es bien sûr qu'il existe, au moins. 3 millions de nouveaux francs, garantis sur facture. Une brique pour chacun. Tu vas pouvoir te la couler douce, mon vieux gallois. C'est bien pour ça que j'ai accepté de me compromettre dans cette affaire. Tu penses bien que je n'aurais pas mis ma situation en jeu pour des broutilles. Tandis qu'1 million, ça fait une belle pincée. D'ici que tu les touches avec ta retraite. Ah, voilà Picoche qui tape de l'autre côté. Mais une de ces pierres devrait basculer, il n'y a pas d'erreur. Oh, mais le temps passe, ça augmente les risques. Oh, là, tout de même, je n'aurais jamais dû me laisser embarquer dans cette affaire. Elle va plutôt dire à Picoche qu'il insiste sur la 3e pierre en partant du haut. Non. Qui pèse à droite, je pèserai à gauche. Il me semble que là, il y a de la poussière dans l'interstice. De la poussière et pas de ciment. Pèse à droite de la 3e pierre, en partant du haut. Ah, ça y est! Hurrah! Sésame s'est ouvert. Et voilà le paquet. Ah, tu vois, Gallois, que je t'avais pas menti. Arrêtez! Vous êtes fait! Galabert. L'énervaire! Et plus vite que ça. Voyons, mon petit Galabert, qu'est-ce qui te prend? Tu ne vas pas nous traiter comme des criminels? Désolé, chef. Mais j'ai des ordres du préfet. D'abord, on ne voulait pas y croire. Mais on vous a repéré.
Suivi. On a entendu crier la vieille dame. Pas un geste, Durtal, ou je tire. Jetez votre pistolet à terre. À vous, chef. Et pas de blague, hein. Maintenant, tournez-vous face au mur. Gardez les bras au-dessus de la tête. À présent, je vais... Picoche. J'avais oublié celui-là. Merci, mon vieux. T'es arrivé à temps. Service, patron. Pauvre Galabert. Il fait quelque chose tout de même. Il le fallait. Il devenait dangereux. Allez, hausse les billets dans la valise. Très long. Picoche, va faire le guet à la fenêtre du hall. Si vous espérez me farcir, faudra vous lever plus tôt. Mais non, crétin, on ne te farcira pas. Allez, va, ne perdons pas de temps. Fantastique. J'ai jamais vu autant d'argent à la fois. On traînera ici le corps de Galabert. Tu diras que tu l'as surpris en train de vider le coffre. Il a voulu tirer, tu l'as abattu. Et l'argent? Et il le passait à un complice par la fenêtre. Tu n'as pas pu le rattraper. Pourvu qu'il n'ait pas amené toute l'équipe. Non, non, pour moi, il est venu seul et il bluffait. Jamais le préfet n'aurait cru ça de toi. Oh, moi-même, j'ai de la peine à y croire. C'est dur de sauter le mur quand on a été honnête toute sa vie. Et tu verras, mon vieux Gallois, tu t'en tireras blanc comme neige. J'en suis moins sûr que toi. Patron, monsieur Gallois, la maison est cernée. Quoi? Ils sont au moins 50. Et voilà du renfort. Ta jambe filée vers les doigts. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Trop tard. On est foutus. En ce cas, ils ne nous auront pas vivants. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Une bombe. Vous êtes d'accord de sauter avec moi? Oui, d'accord. Rendez-vous, on va enfoncer la porte. Sans regret? Sans regret. Tiens, voilà des allumettes. Patron, à vous l'honneur. Alors, Barbara, va bien? Monsieur le préfet, mesdames, messieurs et chers collègues, vos applaudissements nourris sont la meilleure preuve que, tout comme moi, vous désirez remercier monsieur le divisionnaire Gallois et ses amis Roland Durtal et Désiré Picoche d'avoir bien voulu représenter devant vous Flic-Flac, ingénieuse pièce policière dont ils sont également les auteurs. En votre nom à tous et au nom du comité des fêtes de la gendarmerie nationale, je les remercie très vivement pour leur travail, leur dévouement et l'excellence de leur interprétation. Je les remercie du fond du cœur de la part de nos chers retraités et nos malades à qui, comme vous le savez, reviendra le bénéfice de notre soirée annuelle. Ainsi relevée par les talents conjugués de monsieur le divisionnaire et de ses amis, elle aura revêtu cette année un lustre particulier et restera dans vos mémoires comme une des plus réussies qu'il nous ait été donné de réaliser. À minuit, vous retrouverez notre chorale pour la clôture officielle. Mais vous savez que nous pouvons aussi fermer les yeux. Ne fermez pas les vôtres et dansez jusqu'au matin. Place à la danse. Eh ben, les enfants, ça va pas trop mal marcher, hein? Ah, j'aurais jamais cru transpirer autant. Qu'est-ce que je me suis payé comme trac? Moi, j'avais tout le temps peur d'oublier quelque chose. Mais j'ai tout de même sauté quelque chose. Ah, c'est-à-dire, monsieur Gallois, vous avez oublié la dispute avec monsieur Durtal? Comment ça? Alors, Oui, non, mais quand tu acceptes le coup, tu ne m'as pas dit,
Et maintenant, je veux 2 briques ou je vous fais coffrer. C'est vrai ça, chef. Vous avez tout de suite enchaîné motus et boule de gomme. C'était ma réplique d'entrée. Oui. Mais c'était au premier acte, ça. Pourquoi est-ce que vous me le dites seulement maintenant? On ne voulait pas te troubler avant la fin. Mais personne n'a rien vu, je te le garantis. Oh, mais nous avons de la visite. Je vous avais pourtant laissé pour morte, madame. Ah, c'était formidable. Je vous félicite tous les 3. Et vous, monsieur Roland, je savais que vous étiez savant, mais je n'aurais jamais pensé que vous sachiez aussi bien faire l'acteur. Tu n'as rien à m'envier, Marie. Ton cri m'a fait froid dans le dos. Heureusement que Picoche m'a tué d'un seul coup. Comme ça, j'ai pu retourner dans la salle pour voir la fin. Et d'ailleurs, le spectacle était autant dans la salle que sur la scène. On aurait entendu voler une mouche. Ah ben c'est le cas de le dire. Il fallait les voir, tous ces gendarmes. On aurait juré des gamins au théâtre Guignol. Merci pour le guignol, n'en jetez plus, Marie. Ah, dis donc, Guélabert, qu'est-ce qui lui a pris à Barbarin avec son explosion, là? Un peu plus, on était en carafe. Ah, il avait laissé la morse sur la bande. Et comme ça devait être synchrone avec la fermeture du rideau... Mes chers amis, toutes mes félicitations. Et quelle réussite. Merci, monsieur le président. Tous mes compliments, messieurs, quelle belle soirée. Une bonne pièce et si bien jouée. On y croyait vraiment, vous savez. Merveilleux, était-il inattentif? J'ai tremblé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je ne savais pas que nos divisionnaires étaient de si parfaits comédiens. Et après tout, jouer la comédie, c'est parfois nécessaire dans notre métier. C'est un entraînement. Eh bien, bonsoir, messieurs, nous devons rejoindre le chœur pour le concert final. Et encore bravo. On te verra tout à l'heure. Monsieur le préfet vous attend dans la petite salle pour boire le champagne. Je compte aussi sur vous, n'est-ce pas, madame? C'est gentil, monsieur le président, mais il est déjà tard et je n'ai pas l'habitude. En tout cas, vous serez la bienvenue. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Non, venez 5 minutes, Marie, une comédienne, ça se couche tard. Et qui se lèvera à ma place demain matin? Ah non, je vais rentrer. Tendons, je te ramène. Pensez-vous, monsieur Roland, je ne veux pas écourter votre soirée. Je prendrai un taxi. Il faut seulement que vous me prêtiez votre clé. J'ai oublié la mienne. Et moi alors, comment est-ce que je ferai? Tu comptes sur moi pour jouer les passe-murailles? Non. Je pourrais peut-être vous la laisser sous le paillasson. Sous le paillasson. Ah, c'est pas le jour, alors. Non, parce que les policiers, ce soir, on sait où les trouver. Mais non, ma bonne Marie, je mets ma veste et je suis à toi tout de suite. Et là pour 5 minutes. Je n'aime pas déranger, monsieur Roland. Ça me fera beaucoup de bien de prendre l'air. Allez, viens, par ici. Ma voiture est tout près. Par ici. Oui, je vous suis, monsieur Roland. J'étais pourtant sûr de l'avoir prise, cette clé. Ça peut arriver, Marie. J'ai dû l'oublier au dernier moment. Comme on est partis ensemble. Voilà ce petit malheur réparé. Merci, monsieur Roland. Alors dors bien, Marie. Et ne rêve pas que Picoche t'égorge. J'espère bien. Bonne fin de soirée, monsieur Roland. Merci. Ne rentrez pas trop tard. Non. Monsieur Roland, venez vite. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Dieu soit loué, vous êtes encore là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme au salon. Hein? Ah oui? Il est tout nu. Quoi? Il est mort. Et tu ne le connais pas? Non, c'est la première fois que je le vois. Tu attendais quelqu'un? Personne? Ah, tu n'as reçu aucune demande de rendez-vous, aucun téléphone? Non, calme plat, je m'occupe d'ethnographie en ce moment. Bah, comme ça, on se rattrape d'un coup. Tu as réveillé la concierge? Oui, elle n'a rien vu. Mais avec ses portes automatiques, elles n'ont plus aucun contrôle. À quelle heure es-tu parti de chez toi? À 20h, avec Marie et Picoche. Et vous n'avez remarqué personne dans les environs, sur le trottoir, dans une voiture? Non. Personne. Non, personne. Oui, l'identification va être difficile, puisque ce malheureux a été dépouillé de ses vêtements. Dis-moi, on vous a signalé des disparitions ces temps derniers? Aucune ne correspond. C'est maintenant qu'il faut attendre. Ça peut prendre des semaines, surtout en cette période de vacances où les gens ne s'inquiètent pas vite quand un voisin s'absente. Par l'autopsie. Oh, aucune chance? Opération pratiquée sur la victime, prothèse dentaire. Oh, mais alors là,
Il faut des mois, même dans le meilleur des cas. Oh, bah alors s'il faut faire le tour de toutes les appendicites du quartier... alors- Du quartier? Ah, tu en as de bonnes. On ne sait même pas de quel pays il vient, ce bonhomme. Terminé, chef. On peut relever le corps? Quelque chose de spécial? Rien. Pas d'indice, pas d'empreinte. Le vieux a pris 2 coups de couteau dans le dos. Une lame large. Peut-être un couteau à Candaret. Nous ne l'avons pas retrouvé. Alors, allez-y. Encore besoin de moi, chef? Non, non, tu peux retourner danser. Oh, c'est trop tard, je vais me coucher. Alors, bonne nuit quand même. Bonne nuit. Le mobile est facile à imaginer. Ce malheureux venait sans doute te consulter au sujet d'une de ces affaires mystérieuses dont tu aimes à t'occuper. Quelqu'un l'a suivi et l'a tué pour qu'il ne parle pas. Mais en ce cas, nous aurions retrouvé le cadavre sur le palier. Car enfin, comment ces gens-là sont-ils entrés? La serrure ne porte aucune trace d'effraction. Et si nous considérons a priori la victime comme un honnête homme, il n'était pas en possession d'une fausse clé. C'est donc le tueur qui l'a précédé dans l'appartement et qui lui a ouvert à ma place. Mais j'y pense. Marie. La clé de Marie. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé? As-tu retrouvé ta clé? Ah, c'est vrai. Avec tout ça, j'ai oublié de regarder si elle était à sa place. Je l'accroche toujours à... Oh, par exemple. Elle n'y est pas. Tu l'as mise ailleurs. Impossible. Je la mets toujours au même endroit, à ce clou, là. Et tu as bien regardé dans ton sac? Bien sûr. C'est une petite pochette qui est encore là, sur la table. Je la prends quand je sors le soir. Il n'y a que mon mouchoir et un billet de 10 francs. Cette clé, on me l'a volée. Vous avez pu l'égarer, Marie. Je suis sûr que non. Je m'en suis encore servi ce matin pour aller faire le marché. Je l'ai remise à son clou et je ne suis pas sorti de la journée. Et quelqu'un a-t-il pénétré dans cette cuisine? Jamais personne ne... Ah, si. Ah, quoi? Si, ce matin, le plombier. Pour changer le robinet de l'évier. Vous le connaissiez? Ah, pas personnellement, non, mais je m'adresse toujours à la même maison. Est-il resté seul ici? Un moment, je crois bien. Oui, le téléphone a sonné et je suis allé répondre. Mais ça ne tient pas debout, voyons. Un ouvrier voleur est au chômage au bout de 8 jours. Puis il n'y a rien à voler chez moi, enfin. Maintenant que j'y pense, il a regardé vos vieilles pierres en passant devant la vitrine du hall. Hein? Il m'a demandé si elles avaient de la valeur. Ben, je lui ai dit qu'elles en avaient seulement pour les savants et les musées. Si c'est ma clé que vous cherchez, Picoche, vous n'avez aucune chance. Inutile de bousculer mes tiroirs. Moi, je trouve toujours tout. On vous l'a pas dit? Et moi, j'ai de l'ordre, vous ne le savez pas. Je ferai tout de même vérifier l'identité et l'emploi du temps de ce plombier. Oh, c'est un semblant de piste. Mais nous sommes trop démunis pour faire la petite bouche. Inutile de lui faire du tort auprès de ses patrons en le mêlant à une affaire criminelle. Car enfin, en admettant qu'il soit revenu le soir chez moi pour voler mes collections, et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Les vitrines sont intactes. Nous avons sur les bras le corps d'un vieux monsieur que seule sa nudité empêche d'être parfaitement respectable. Enfin, quel rapport peut-il exister entre le plombier et... Et ça, c'est quoi? Ma clé! Je vous ai dit que je trouvais toujours tout. Hein. Où est-ce qu'elle était? Dans la poche de votre tablier, là, derrière la porte. Ah, voilà qui règle le mystère de la clé. Permettez, commissaire, ça ne règle rien du tout. Ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Voyons, ma bonne Marie, on peut être distrait, c'est pas un crime. Je n'ai pas mis la clé dans cette poche. D'abord, je ne sors jamais avec mon tablier. Ensuite, c'est de rhumatisme que je souffre, pas d'amnésie. Ne te fâche pas, on te croit. Et j'ajoute que ça blanchit radicalement le laitier. Enfin, le plombier. Et pourquoi? Il a très bien pu abandonner la clé après avoir fait son coup. Et en ce cas, il l'aurait remise où il l'avait prise. Le fait que cette clé ait été fourrée dans cette poche prouve qu'elle n'a pas été volée ici, mais au dehors, dans le sac de Marie. Quand ça? Ce soir? Chez les flics? Alors là, patron, vous êtes gonflé, alors. Tu m'as bien dit, Marie, que tu croyais avoir emporté ta clé. Ouais. Tu étais surprise de ne pas la trouver dans ton sac. Je pense bien. Je l'ai retournée au moins 10 fois. Bon, ce soir, à la salle des fêtes, tu l'as gardée sur tes genoux? Non. Je l'avais posée à côté de moi, sur la table. Bon, enfin, Durtal, tu ne vas pas prétendre que Marie a été cambriolée à la fête de la police. Et pourquoi pas, mon vieux? Il n'y avait pas que des policiers, il y avait des amis, des familles et des invités. Il y avait surtout Monsieur Durtal sur la scène et Marie dans la salle. Voilà. On savait qu'ici, la voie était libre. Mais un malfaiteur ne pouvait ni s'introduire à cette soirée, ni surtout fouiller dans le sac de Marie sous les yeux de 800 personnes, dont la majorité étaient des policiers. Oui, mais qui tous avaient les yeux fixés sur la scène. C'est-à-dire tournaient pratiquement le dos aux tables de consommation. Marie, te souviens-tu de tes voisins? De personne en particulier. Il y a eu beaucoup de va-et-vient.
C'était ces messieurs de la chorale qui s'asseyaient pour regarder la pièce et qui se relevaient quand c'était à eux de chanter. Voyons, la chorale de la police. Elle a ouvert le feu à 20h30. Ensuite, nous avons joué le premier acte, n'est-ce pas? Bon. Puis, vers 9h30, nouvelle intervention de la chorale. 50 minutes de musique, au moins. Ensuite, deuxième acte de flic-flac, jusqu'à... Voyons, quand est-ce qu'on a fini, Picoche? 11h20, patron, 11h20. Voilà. Et puis danse, concert final et redanse. Oui, j'espère que le légiste pourra fixer avec précision le moment du meurtre, ça nous aidera. Nous aidera? Est-ce que je peux te rappeler que c'est moi qui enquête jusqu'à nouvel ordre? Oui, mais tu ne me refuseras pas de passer au peigne fin la liste des membres de la chorale. Parfaitement, je refuse. Je refuse de me rendre odieux à mes collègues en soulevant ce lièvre absurde. Enfin, tu dis toujours que nul n'est à l'abri des soupçons. Un des chanteurs pouvait très bien s'absenter pendant la pièce. Et tu vas me ficher la paix avec ça, oui? Sinon, je te préviens que j'en ai autant à ton service. On peut savoir? Eh bien oui, quoi. Tu aurais pu, toi aussi, t'absenter pendant les 50 minutes de concert pour venir jusqu'ici. Et toi ou ton ineffable Picoche, vous n'aviez pas besoin de voler la clé. Mais là, monsieur Gallois, vous croyez encore au théâtre? Si nos gendarmes ne sont pas à l'abri de tout soupçon, eh bien, toi non plus. Merci. Allons, monsieur Gallois, c'est sur la scène qu'il fallait disputer, monsieur Durtal. Maintenant, c'est trop tard. Et toc. Bonsoir, Madame Leroy. Tenez, il est arrivé un express pour Monsieur Durtal pendant que vous étiez au grenier. J'ai dit au facteur de me le laisser, que je vous le montrais. Merci de vous être donné cette peine, Madame Gamet. Oh, c'est bien parce que c'est vous, allez. Vous savez que je ne monte plus le courrier. D'ailleurs, le mois prochain, je ne verrai même plus le facteur. Il mettra le courrier dans les boîtes aux lettres individuelles. Ça vous fera du travail en moins. Au point que je me demande où nous allons avec toutes ces innovations. Plus de courrier à monter, plus de termes à encaisser, plus de cordons à tirer. Ah, pour peu qu'ils engagent un robot pour faire l'aller, je n'aurai plus qu'à faire mes paquets. Voyons, Madame Gamet, il y a 30 ans que vous êtes là. Mais il y a 30 ans, concierge, c'était une profession libérale. Enfin, presque. En tout cas, la concierge, c'était quelqu'un. Il fallait compter avec elle pour voir le gérant. On s'adressait à elle pour les réparations, les réclamations. C'était elle qui convoquait le plombier ou l'électricien. Elle qui appelait les pompiers et la police. C'est la concierge qui trouvait les domestiques. Pardon, les employés de maison. C'est elle qui appelait les taxis pour les locataires, qui faisait suivre les lettres en villégiature. On savait tout ce qui se passait. On savait tout sur tout le monde. Pour moi, Madame Leroy, concierge, c'était une vocation. D'accord, mais avouez que certaines de vos collègues... Oh, c'est comme pour tout. Il y avait de bonnes concierges et de vieux chameaux. À présent, tout ça, c'est fini. Tout nous passe par-dessus la tête. Le nom même de la profession a changé. On n'est plus concierge, on est gardienne d'immeuble. Et la plupart de mes collègues travaillent au dehors. Je vous assure, Madame Marie, c'est un métier qui meurt. Il y en a d'autres. On ne peut pas freiner le progrès. Ah, vous appelez ça le progrès? Moi, j'appelle ça la mécanisation. On y perdra son âme, hein, moi je vous le dis. Enfin, on n'y peut rien. À propos de progrès, est-ce que vous avez du nouveau pour notre enquête? Rien du tout. Ça va faire la semaine. Mince de progrès. On en faisait autant avec des chapeaux longs et des chaussures à clous. Le commissaire est venu dîner hier au soir. On ne sait toujours pas qui s'est fait suriner chez nous. Suriner? Poignarder, quoi. Je vous l'ai dit, Madame Gamet, il faut marcher avec son temps, parce que lui, il ne vous attend pas. Ah, voilà, Monsieur Renaud. Ah, bonsoir, Monsieur Durtal. Il est arrivé un express pour vous. Alors moi aussi, je suis montée express, pour que vous l'ayez plus vite. Merci de votre gentillesse. Tenez, madame, buvez le pastis à ma santé. Oh, merci bien, Monsieur Durtal. On dira ce qu'on voudra, mais c'est encore du savoir-vivre. Et le savoir-vivre aussi, ça se perd. Bonsoir, Monsieur Dame. Bonsoir, Madame Gamet. Alors, c'est quoi cet express? Ça vient d'une étude de notaire. Oh, dis donc, je vais peut-être hériter d'un oncle d'Amérique. Eh bien, donne. Vous en avez? Quoi donc, des oncles? Ah, pas un seul. Mais on ne sait jamais, c'est ça. Oh, ça a l'air d'une blague. J'hérite
Non. Madame Gros. Qui peut donc être Madame Gros, née princesse Aliouchkine. Ah oui, Aliouchkine, ça y est. Oh. Ainsi elle est morte, la princesse. Oui, je me souviens d'elle, une souris blanche, toute menue, toute frêle, et qui avait plus d'allure dans son petit doigt que toutes les Valkyries réunies. Une aventure de jeunesse? Penses-tu? Non. Non, j'ai eu l'occasion de lui rendre un petit service il y a une dizaine d'années. Et tu vois, elle ne l'a pas oublié. Le notaire parle d'un lait important, mais entouré de circonstances si particulières qu'il me serait obligé de passer à son étude dans les plus brefs délais. Des héritiers qui essaient de vous tirer dans les jambes. Il ne faut pas vous laisser faire, monsieur Roland. Sois tranquille, Marie. J'irai dès demain. Si vite à mon appel, monsieur Durtal. Les faits que je dois porter à votre connaissance ne souffrent aucun retard et ne pouvaient guère s'exposer par écrit. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Voyons, vous parliez, maître, de circonstances particulières. J'espère que la princesse Aliouchkine n'est pas décédée tragiquement. Nullement, nullement. Madame Gros, enfin la princesse Aliouchkine s'est éteinte à 80 ans. C'était une bien charmante personne. Oui, certes. Moi-même, je l'estimais infiniment. Elle a attrapé une mauvaise grippe au début de l'été et a dû se mettre au lit. Ses forces n'ont pas tardé à décliner. Elle s'en est rendue compte avec une lucidité parfaite. C'est alors qu'il m'a chargé de rédiger le testament sur lequel vous figurez, monsieur Durtal, et qui fait l'objet de notre entretien. Je suis très touché qu'elle ait pensé à me laisser un petit souvenir, bien que je n'ai rien fait pour le mériter. Vraiment. Vous êtes trop modeste. Il y a quelques années, n'avez-vous pas accompli pour la princesse un long et patient travail pour lequel vous avez refusé toute récompense? Oui, la princesse possédait un diamant magnifique, serti en pendentif, que sa mère avait sauvé en 17 lorsqu'elle s'était enfuie de Russie. La larme d'or, un diamant historique. En effet, ce diamant est assez célèbre pour avoir un nom. Il avait été donné à la famille Aliouchkine par un parent du tsar, mais la princesse ignorait son histoire, ses origines. Et c'est à ce propos que j'ai pu lui être de quelque secours. En enquêtant dans les archives de plusieurs pays, vous avez réussi à reconstituer l'histoire de cette pierre. Et Madame Gros vous en était infiniment reconnaissante. Elle m'a dit que nul mieux que vous n'était à même d'apprécier la larme d'or. C'est pourquoi elle vous l'a léguée par testament. Quoi? Elle me l'a léguée à moi? En bonne et due forme, oui, monsieur. Mais c'est de la folie, ce diamant vaut plusieurs millions. Enfin, sa famille va... Je vous arrête tout de suite, la princesse n'avait pas d'enfant. Son seul héritier est un neveu de son mari, qui ne s'est jamais occupé d'elle et qu'elle n'aimait pas. Elle l'a donc déshéritée? Non. Elle désirait que la succession suive son cours légal. Ni le neveu, ni la fortune ne sont à moi, disait-elle. Mais il n'aura pas mon diamant, et je le lui ai dit. Je suis vraiment confus. Confus et émerveillé. Ne vous réjouissez pas trop, monsieur Durtal, car c'est là que ma mission devient délicate. Le neveu fait opposition. Entre nous, je me mets à sa place. Non, il n'aurait aucune chance. Le lait est parfaitement valable. Non, c'est plus grave. Ce diamant, monsieur Durtal, eh bien, ce diamant, je ne le retrouve pas. Volé? C'est vous qui êtes détective, pas moi. Mon rôle s'est borné à poser des scellés et à les enlever pour faire mon inventaire en compagnie d'un huissier. Et malgré un examen poussé, nous n'avons pu mettre la main sur le bijou. Je suis d'autant plus ennuyé que je suis sûr que Madame Gros n'avait pas changé d'avis. Elle vous en aurait avisé? Oh, immédiatement. Mais devant la loi, vous n'auriez aucune prise. De nombreuses personnes âgées font des choses inconsidérées qu'elles oublient ensuite, en particulier les cadeaux. Mais la princesse avait la tête solide. Tenez, voyez vous-même, le testament comporte, en ce qui vous concerne, les précisions suivantes. Voilà. La larme d'or ne peut être ni vendue ni donnée à des tiers. Si M. Durtal n'a pas de descendance directe, je le prie de prendre ses dispositions pour léguer cette pierre au musée de son choix. J'estime que, plus discrètement que la police et avec plus d'efficacité qu'un notaire, vous pourriez essayer de récupérer ce qui est légalement votre bien. Où se trouvait le diamant? À la banque? Non, à la villa.
Du temps de Monsieur Gros, la larme d'or ne quittait la banque que pour scintiller au cou de la princesse, au cours des réceptions ou des grands dîners. Mais après la mort de son mari, Madame Gros a préféré garder ce bijou chez elle. Une imprudence. Madame Olga n'en faisait qu'à sa tête. Elle portait le pendentif autour du cou, sous ses vêtements, bien sûr, et elle disait « Comme ça, il faudra me tuer pour l'avoir ». Peut-être qu'étant malade, ce bijou l'a fatigué. Elle a pu le cacher quelque part. Non, j'ai interrogé sa gouvernante à ce sujet. Elle a encore vu le pendentif au cou de sa maîtresse le matin de son dernier jour. De toute confiance, la gouvernante? Oh, absolument. Amélie Bernard est entrée au service de Madame Gros à l'âge de 18 ans. Elle ne l'a jamais quittée. Elle a atteint la trentaine aujourd'hui. Elle a une véritable dévotion pour sa maîtresse. Une personne honnête peut avoir de mauvaises fréquentations, se laisser influencer par faiblesse ou bien, qui sait, par amour. Amélie est incapable d'une mauvaise action. D'ailleurs, c'est elle qui m'a téléphoné chez moi à la première heure dimanche matin pour m'annoncer à la fois le décès de la princesse et la disparition du bijou. Alors, la princesse est morte samedi dans la nuit. Oui, aux petites heures du matin. Elle a doucement glissé du sommeil au coma. Amélie était auprès d'elle, ainsi qu'une religieuse envoyée par le docteur Bilieux. Le neveu? En voyage. Il n'est même pas venu à l'ensevelissement. Des autres domestiques? Un valet de chambre, un jardinier chauffeur et une cuisinière. Les gros travaux ménagers étaient accomplis par une femme de charge qui venait tous les matins. Bon. Pouvez-vous me donner leur nom? C'est d'autant plus facile pour moi que Madame Gros leur a laissé à tous une coquette somme d'argent. Voulez-vous aussi l'adresse de Maurice Gros, le neveu? Oh, s'il était en voyage, il me semble hors de cause. Un voyage diplomatique, peut-être. Monsieur Gros n'a pas votre confiance, il me semble. Non. Il n'a même pas ma sympathie. C'est trop mal conduit avec sa tante. Croyez qu'en ce qui le concerne, j'accomplis ma mission sans aucun plaisir. Alors, je vais vous faire dresser cette petite liste et téléphoner moi-même à mademoiselle Amélie. C'est une personne très discrète. Je préfère lui annoncer votre visite. Alors là, patron, vous charriez. Hein. Que vous me laissiez au bistrot pendant les palabres avec le notaire, je veux bien. Mais pour la visite à Amélie, j'en suis. Si elle n'a pas trop dépassé la trentaine, c'est encore dans mes prix. Rien à faire. Bon, je demande pourquoi vous m'avez emmené. Dreux, on en a vite fait le tour, vous savez. Je te garde en réserve, gros malin. Ah oui, pour faire du charme à la cuisinière qui a 120 ans, je parie. J'ai mieux que ça, Picoche. Ah oui, qui ça? Une bonne sœur. Oui. Hein? Une vraie bonne sœur? Tout à fait vrai, mon petit vieux. Sœur Marie de Jésus. Oh. Tu tâcheras de te tenir convenablement, hein. Ça te fera beaucoup de bien. Alors, ne fais pas cette tête-là. Tu verras la cuisinière aussi. Et tiens, si tu es sage, la personne qui s'occupe des fleurs. Ah, elle est jolie. C'est un homme, avec de grosses moustaches. Alors là, avec ou sans moustache, hein, c'est pas mon rayon. D'ailleurs, les moustaches ne sont pas garanties. 50 chances sur 100 pour qu'il en ait. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 chances sur 100 pour qu'il n'en ait pas. On m'en reparlera de ma journée à Dreux. Hein. Bon, maintenant, soyons sérieux. Amélie sait qui je suis et pourquoi je vais la voir. Alors, si tu viens avec moi, qui s'occupera d'Amélie? Mais puisque le notaire dit qu'elle est de toute confiance... Les gens de toute confiance font les meilleurs malfaiteurs. Je veux que tu puisses enquêter sur elle en douce. Moi, je suis vraiment très mal placé. Alors, fais-toi passer pour n'importe quoi, un inspecteur d'assurance, un clerc de notaire, ce que tu vois. Compris. Est-ce que je peux parler du diamant? Ah, bien sûr, mais pas de sa disparition. Vu? Bon. Attendez. Chef-d'œuvre du passé. L'art dans la Russie des tsars, artisan d'hier et de demain, la joaillerie au XVIIe siècle, une pierre traverse le monde, l'arme d'or et chagrin d'argent. Ça va pas la tête, qu'est-ce qui te prend? Non, je cherche mon titre. Oui, je dirais que je fais un reportage pour la télé, ça prend toujours. Bon, je te fais confiance pour les détails. Attends, tiens, voici la liste que m'a remise le notaire. Et surtout, si Amélie a un bon ami ou un fiancé, déniche-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Le notaire est-il lisible? Non, c'est à la machine. Non, c'est la bonne sœur. Alors? Sœur Marie de Jésus. Ça m'embête de lui mentir à celle-là. Non. Oui, j'ai peur que ça me fasse du tort auprès de son patron. Ce scrupule t'honore. Je t'autorise à ne rien cacher à la bonne sœur. Mais tiens ta langue, hein, et tâche de ne pas faire le zouave. Excusez-moi, la porte était ouverte.
C'est moi qui vous prie de m'excuser. C'est plus fort que moi. Vous faisiez votre valise? Maurice Gros débarque ici demain matin. Il nous a fait dire de vider les lieux avant son arrivée, à moi et aux autres. Nous sommes renvoyés. Il vous doit 2 mois de préavis, non? Il nous les paie. J'ai passé 15 ans de ma vie ici, monsieur, à servir une femme que j'adorais. C'est dur de s'en aller comme ça. Mais je comprends. Monsieur Gros n'est pas, mettons, très élégant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous n'avez pas de temps à perdre avec mon petit problème, monsieur Durtal. Veuillez vous asseoir. Merci. Maître Beaulieu m'a mise au courant. Je suis prête à vous aider autant que je le pourrai. Merci. Voilà, je veux retrouver la larme d'or, mademoiselle Bernard. Et pas seulement parce que la princesse me l'avait léguée, mais je sais qu'elle y tenait beaucoup. Madame Olga a attaché à cette pierre une valeur de symbole. Et c'est pourquoi ce bijou ne doit pas être démantelé, desserti, brisé, retaillé. Vous croyez que... Et si le diamant a été volé, il ne saurait être vendu tel quel sans provoquer l'arrestation immédiate de son détenteur. On ne peut l'écouler qu'en le fractionnant, pour le rendre méconnaissable. Quant au pendentif, il sera récupéré à la fonte. Ce serait un vrai sacrilège. Pauvre madame, si elle savait cela... Non, elle est seule au monde. C'est l'assistance publique qui l'a placée chez Madame Gros. Soupçonner cette jeune femme serait une mauvaise pensée. Que Dieu nous garde des mauvaises pensées. Oui, ma sœur, bien sûr, mais nous, si on n'avait jamais de mauvaises pensées, comme vous dites, on ne soupçonnerait personne. Et alors, les voleurs, les assassins, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais que votre tâche est difficile, mon jeune ami. Les mobiles humains sont si complexes. Et vous, il vous faut les traiter selon des règles rigides et sans finesse. Votre métier est de juger les hommes, alors qu'on nous demande de ne pas juger. Je vous admire, et je ne voudrais pas être à votre place. Enfin, bon Dieu, ma sœur, je veux dire bonne mère, non, enfin, rien, excusez-moi. Non, celui ou celle qui a fauché le pendentif pour le fourguer, et qui l'a fauché à une mourante, vous n'allez quand même pas lui trouver des mobiles complexes. C'est un fumier, puis c'est marre. Pardon pour les vilains mots, ma sœur, mais je m'étais promis de faire gaffe et... Je n'ai entendu qu'un seul vilain mot dans tout ceci, monsieur Picoche. C'est le mot « voler ». Quand j'étais enfant, il me venait à la bouche à tout moment. « Maman, on m'a volé mon crayon. Maman, on m'a volé mon gâteau. » Et ma mère me répondait, avant de dire « on m'a volé », ma petite fille commence toujours par dire « j'ai égaré ». Oui, sans vous commander, ma sœur, on a quand même la peine à avaler que la vieille dame, au bord de la tombe, a égaré son pendentif. Elle pouvait même plus bouger de son lit. L'approche de la mort embrume parfois l'intelligence et provoque des actes irraisonnés. Madame Gros a pu donner ce bijou à quelqu'un. Ou le jeter par la fenêtre, qui sait? D'accord, ma sœur, d'accord. On cherchera dans les bégonias. Tout le monde savait que Madame Olga possédait ce bijou. Tout le monde était au courant de sa valeur et de son ancienneté. Du temps de Monsieur Gros, on donnait ici de grands bals, des fêtes fleuries, des dîners. Monsieur tenait à ce que Madame Olga porte son pendentif. Il allait lui-même le chercher à la banque et engageait un détective qui ne le quittait pas des yeux. Mais quand est-il décédé? Monsieur Gros? Oui. Il y a 5 ans. Il était beaucoup plus jeune que Madame, et c'est elle qui l'a enterré. Depuis son veuvage, la princesse s'est-elle montrée en public avec son bijou? Plus jamais. Madame n'aimait pas du tout les mondanités. C'est monsieur qui y tenait. Son standing, vous comprenez? Après sa mort, Madame Olga a repris le bijou à la banque et l'a porté sur son cœur. Quand avez-vous vu le pendentif pour la dernière fois? Le samedi matin, en aidant Madame à se changer. Ses chemises de nuit étaient montantes. Ce n'est donc que le dimanche, en lui faisant, avec l'aide de Sœur Marie, sa dernière toilette, que je me suis aperçue de la disparition du bijou. Qui a eu l'occasion d'approcher la princesse ce samedi-là? Absolument personne. Elle n'a pas eu de visite? Aucune.
C'est-à-dire, 2 voisines se sont présentées à la porte, mais je ne les ai pas laissées entrer. Dans l'après-midi, le docteur a passé, mais toujours en ma présence. Seule la religieuse est restée une petite heure à veiller madame, sans témoin. J'étais allée dans ma chambre pour me rafraîchir un peu. Vous vous rendez compte, mademoiselle Amélie, qu'il manque forcément un élément à votre récit? Comment cela? Lorsqu'un fait s'avère impossible, il faut admettre qu'il y a une erreur ou une omission quelque part. Mais je vous ai tout dit. Dois-je en conclure que c'est la religieuse qui s'est emparée du pendentif? Une grande couronne, monsieur. Une grande couronne avec toutes les fleurs du jardin. Les fleurs, c'était pour madame. Ça me disait rien de les laisser au neveu, vous comprenez. Lui qui s'est toujours fichu d'elle comme de sa première culotte. Malgré ça, elle était bien seule quand elle est partie, la pauvre. Pas de famille, pas d'amis. Tiens, on m'a dit pourtant que ces gens-là recevaient beaucoup. Personne n'est venu? Tous ceux qui se sont gavés de caviar et de petits fours? Elle recevait du temps de Monsieur Gros. Les gens venaient pour se mettre bien avec lui. C'était un homme riche et influent. Après sa mort à lui, qui se souvenait d'elle, pauvre vieille. Oh. Il y avait bien quand même quelques commerçants de Dreux, les braves gens. Et puis le facteur. Et puis nous autres, mademoiselle Amélie, la cuisinière et moi. Et la femme de ménage, madame Veussy, tiens, j'allais l'oublier. Et le valet de chambre, non? Ah, celui-là, il m'a bien déçu. Il n'a même pas attendu que la princesse soit morte pour filer. Et pourtant, de nous tous, c'était le plus ancien. Le père de madame l'avait amené à Paris quand il était encore tout gamin. Il n'a jamais quitté madame. Mais avec ces Russes, on a toujours des surprises. On ne sait jamais ce qui leur passe par la tête. Ah oui, il m'a bien déçu. Mais il nous a tous déçus, le vieux Vladimir. Ah oui. Oui, pour ça, là, on était vraiment déçus. Parlez-moi un peu de Maurice Gros, le neveu. Un pantin de bois. Le seul sentiment capable de l'animer, l'intérêt. Sa femme, une pain-bêche. Et ses gosses, pauvre madame. Elle aurait tant aimé les chérir. Je crois qu'elle les a vus 2 fois. Vous êtes certaine, mademoiselle Amélie, que ce Gros était bien en voyage au moment de la mort de la princesse? On dirait que ma question vous embarrasse. Non, je crois qu'il était bien en voyage, mais... Dites. Il y a une chose que je voulais passer sous silence. Je préfère tout vous dire, monsieur Durtal. Quand monsieur Gros a appris que madame voulait guet le diamant, il en a été ulcéré. Il y a un peu de quoi. Je ne voudrais pas que le geste de madame Olga paraisse... Comment dire... Enfin, je voudrais vous l'expliquer par le dedans. Madame a souffert toute sa vie de son changement de milieu. Monsieur Gros l'a épousée parce qu'il était flatté d'exhiber une authentique princesse russe avec un diamant célèbre autour du cou. Il l'a épousée comme on achète un objet précieux, une antiquité. Il était plus jeune qu'elle et l'a trompée toute sa vie. Il ne comprenait rien à sa nature délicate. Pour tout dire, c'était un rustre. Cela explique pourquoi, pour madame, tout ce qu'elle aimait s'était cristallisé en ce diamant. Quand elle l'avait autour du cou, elle n'était plus madame Gros. C'est cela. C'est cela même. Les Gros n'en admiraient que le prix. Vous, monsieur Durtal, vous avez su l'apprécier. Vous avez pu l'animer, faire revivre son passé, ses origines, sa noblesse. En vous le léguant, elle voulait vous témoigner sa reconnaissance, bien sûr, mais elle voulait surtout échapper aux Gros. Elle voulait sauver l'âme de la larme d'or et la sienne en un sens. Mais je suis trop romantique.
Vous allez rire de moi et de mon discours pompeux. Oui, il n'y a là rien de pompeux, mademoiselle Amélie. Pour moi, c'est très clair et je vous remercie de votre confiance. Et maintenant, que vouliez-vous me dire à propos du neveu? Je crois... Enfin, Madame Olga croyait que le neveu a cherché à s'approprier le diamant. Au cours de l'été, il était venu rendre visite à Madame, un après-midi. À cette époque, la princesse pouvait encore se lever un peu et elle se trouvait avec moi au jardin. Monsieur Gros était monté directement à l'étage avant de nous découvrir sous la tonnelle. Le soir, après son départ, nous avons constaté que les objets avaient été déplacés dans la chambre à coucher et même que des tiroirs avaient été fouillés. Maurice Gros savait-il à ce moment-là que le diamant m'avait été légué? Oui, il le savait. A-t-il réitéré sa tentative de cambriolage? Oui, la veille de ce funeste samedi. Il partait en voyage et voulait dire au revoir à sa tante, paraît-il. Madame l'a reçu à son chevet et ne m'a pas prié de rester. Les derniers jours, la pauvre madame s'endormait facilement. Elle a dû sommeiller pendant cette visite. Et après le départ de Monsieur Gros, j'ai constaté le même désordre dans la chambre. Vous l'avez dit à la princesse? Je ne lui cachais rien. Elle en a été très frappée et a passé une journée agitée. En un sens, je me demande si ce tourment n'a pas hâté sa fin. De toute façon, si le neveu a tenté de voler le bijou, il faut bien admettre que sa tentative a échoué puisque l'alarme d'or était toujours à sa place le lendemain. Bon. Eh bien, je vais réfléchir à tout cela. Quand partez-vous? Tout à l'heure, par le train du soir. Et les autres? La cuisinière part avec moi. Le jardinier partira demain matin. Et le valet de chambre? Il est déjà parti. Quand cela? Tout à l'heure. Pauvre Vladimir. Il ne savait pas où aller. Nous sommes tous un peu désaxés, comprenez-vous? Enfin, Monsieur Gros sera obéi. Demain, il entrera dans une maison vide. Ah, le téléphone, excusez-moi. Allô, oui? Comment? Oui, un instant, je vous prie. C'est pour vous, Monsieur Lurtal. Pour moi? Ici. Alors, oui. Tiens, par exemple. Décisif, oui. Oh, ici, mon Dieu, à présent, ça n'a plus d'importance. Mademoiselle Amélie, pourquoi m'avez-vous menti? Moi? Vous aimez donc tant que cela le valet de chambre? Je ne comprends pas. Quand Vladimir a-t-il quitté la villa? Non, non, ne me répétez pas tout à l'heure. C'est faux. Le valet de chambre est parti avant même que la princesse ait rendu le dernier soupir. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Ce n'est pas lui. Je jure que ce n'est pas lui. Jamais Vladimir n'aurait fait une chose pareille. Il vénérait madame. Ainsi, voilà pourquoi vous avez travesti la vérité. Pour le couvrir. Quand est-il parti? Alors dites-le moi, j'exige la vérité. Samedi. Vers 18h. Je lui ai fait remarquer que madame était au plus mal et qu'il pouvait ne pas la revoir. Il m'a répondu: ça ne fait rien. Je lui ai déjà dit adieu. Bonjour, Picoche. Eh, la paix fou, n'entends pas chez le commissaire, il est en plein interrogatoire. Ben, ça fait rien, il m'attend. Non, mais... Et puisque je te dis qu'il m'attend... Quand vous avez frappé le grand Charles, était-il déjà à terre, oui ou non? Vous voulez pas me répondre?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fiches ici, Picoche? C'est M. Durtal qui m'envoie, il voudrait avoir des nouvelles de votre santé. Oh. Ben oui, vous étiez un peu enrhumé hier, alors il m'a dit comme ça... Veux-tu filer? Tu vois bien que je suis occupé. Ah bon, excusez, commissaire, je dirai à M. Durtal... Dis-lui qu'il me téléphone à midi, mais pas avant, compris? Bon, merci, M. Gallois. Je vous ai posé une question... dis donc, Galabouille, le commissaire te demande de me remettre la liste des membres de la chorale de la police, mon. La liste des membres de la chorale? Pourquoi faire? Il doit le savoir, non? Il a dit que c'était urgent. Bon, ce sera vite fait. Barbarin doit encore l'avoir sous la main, les comptes ne sont pas encore terminés. Barbarin, tu as la liste des membres de la chorale? Hein? Pour monsieur le divisionnaire. Urgent, s'il te plaît. Hein? Oui, je m'en occupe. Bon. Il l'apporte tout de suite. Du nouveau pour le macabre striptease? Rien de fameux. Une disparition signalée à Lille, 68 ans, cheveux gris, calvitie prononcée. Le signalement jouait, mais pas l'horaire des trains. Comment ça? On l'a encore vu en gare de Lille, à 9h moins le quart. Alors, pour se faire tuer à Paris à 9h... Tiens, voilà. Ah, merci, mon vieux. Tiens, Picoche, voilà ta liste. Mais elle ne doit pas sortir d'ici, hein? Non, pas peur, je veux pas en faire des confettis. Hein. Juste un coup de carreau. Ah voilà celui que je cherche. Hervé. Maurice Hervé. Il est de la maison? Plus maintenant, non. Il est à son compte depuis 7 ou 8 ans. Mais il est resté à la chorale. Ils sont quelques-uns comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Détective privé. Pas fou, il gagne ce qu'il veut. Pour la retraite, évidemment. Enfin, on peut pas tout avoir, hein. C'est un type bien? Moi, je l'ai toujours trouvé un peu combinard. C'est pourquoi ça ne jouait pas 100% ici. Et il était là l'autre soir? À Flic-Flac? Oui. Bien sûr, il chantait dans les chœurs. Tiens, t'as dû le voir, il est venu nous féliciter dans la loge après le spectacle. Tu permets, je note son adresse. Tu veux faire suivre ta petite amie? Non, j'ai plutôt dans l'idée de lui faire chanter un solo à ton privé. Tu sais, moi j'adore la musique. Allez, ciao! Ciao. Oh, monsieur le divisionnaire, quel honneur! Et avec nos vedettes, messieurs Durtal et Picoche. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. Pouvons-nous entrer? Mais bien entendu, monsieur le divisionnaire, je suis ravi de vous recevoir. Entrez. Seulement, un de mes clients doit venir dans quelques instants et... Nous n'en avons pas pour longtemps. On peut s'asseoir tout de même. Je vous en prie. Que puis-je vous offrir? Cognac, whisky? Non, rien pour moi, merci. Ni pour toi, Picoche, n'est-ce pas? Non, merci. Et vous, monsieur le divisionnaire? Je ne bois jamais pendant le service. Dois-je comprendre que votre visite... Enfin, que votre visite est... J'ai tout ce qu'il faut dans ma poche pour la rendre officielle. Ma licence est en règle, si c'est ce qui vous amène. Non, il ne s'agit pas de votre licence. J'avoue ne pas comprendre. Vous comprendrez très vite. Voilà. Mon ami Durtal vient de me raconter une histoire très intéressante. Si intéressante que je n'ai pas pu résister au plaisir de vous en faire profiter. Mais je vous ai dit que je suis un peu pressé. Mon client... Vous en faites pas, je le recevrai. Je suppose que je n'ai qu'à m'incliner. Bien qu'il ne puisse s'agir que d'une erreur. Ne vous défendez pas avant d'être attaqué. Tout d'abord, je voudrais vous poser une petite question. En tant que détective privé, il vous arrive d'être engagé dans des bals, des soirées, pour veiller sur l'argenterie ou les bijoux, n'est-ce pas? Oui, ça m'arrive, en effet. Avez-vous été employé à Dreux par un monsieur Émile Gros, industriel? Attendez voir, Gros à Dreux. Il faudrait que je consulte mes fiches. Allons, un petit effort de mémoire, nous gagnerons du temps. Monsieur Gros avait épousé une princesse russe qui possédait un bijou d'une grande valeur, la larme d'or. Ah oui, je me souviens, oui, une fort belle pièce. Mais dis donc, il y a des années de ça. Mais le diamant, ça suce pas. Moi, je ne suis pas retourné là-bas depuis au moins 5 ans. Vous devez tout de même vous souvenir du valet de chambre, un vieux russe porté sur la vodka. Attendez, oui, il me semble bien. Il s'appelait Ivan ou Grégory. Vladimir. Vladimir, c'est ça. Mais dites donc, il doit être mort depuis longtemps. Il est mort, mais pas depuis longtemps. Depuis samedi dernier. Avant-hier? Non, l'autre. Vous l'avez vu ce jour-là, non? Moi? Non, mais je n'ai plus entendu parler de lui depuis des années. Ça n'est pas notre avis.
Nous pensons au contraire que vous étiez restés en très bons termes et que vous vidiez volontiers un verre ensemble quand Vladimir venait en ville. Et c'est ce qui a dû arriver ce samedi. Envoyé à Paris par sa maîtresse, Vladimir vous téléphone. Vous buvez un verre ensemble, et puis 2, et puis 3. L'autopsie a prouvé que Vladimir était plein d'alcool. La vodka ne pousse pas à la discrétion, et le valet vous confie le but de sa mission. Se sentant mourir et bouleversé par 2 tentatives de cambriolage, la princesse avait brusquement décidé de l'envoyer à Paris pour remettre son précieux pendentif à un certain monsieur Roland Durtal. Roland Durtal, comme ça se trouve, c'est un de mes bons amis. Veux-tu que je prenne rendez-vous pour toi? Volontiers, Do. Dis-lui bien que c'est la princesse Aliouchkine qui m'envoie. Que Dieu la protège et tous les saints, pauvre dame. Il sort, attend, il revient. Voilà, mon vieux, je viens de téléphoner. Aux prévisions du temps. Roland se souvient très bien de la princesse. Il t'attend ce soir chez lui à 9h. Merci beaucoup, tu es un frère pour vieux Varodia. C'est quelle adresse? 126 avenue Victor Hugo, au premier à gauche. Tu n'as qu'à monter tout droit, mais ne sois pas en retard. Je serai précis comme Spoutnik, Haracho. Qu'est-ce que c'est que cette comédie bouffonne? Bouffonne quant à la forme, je l'admets, mais le fond est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il faut nous pardonner, le théâtre, on y a pris goût. À 9h ce soir-là, c'est vous qui ouvrez la porte au pauvre homme, après avoir dérobé la clé à la gouvernante de Durtal, auprès de qui vous étiez allé vous asseoir à la soirée de la police. Quoi? Vous tuez Vladimir et vous le dépouillez de ses vêtements pour rendre son identification impossible. Quand on a été flic, on connaît la chanson, surtout dans la chorale. Le diamant en poche, il ne vous reste plus qu'à venir jouer les barytons devant nous tous pour vous créer un alibi parfait. Et pour faire bonne mesure, vous venez encore nous féliciter à la fin du spectacle. Excusez-moi, commissaire, c'est plus fort que moi. Je vois que dans la grande maison, on continue à faire des bourdes comme de mon temps. Ça, elle est bien bonne, ça, elle est vraiment bien bonne, alors. Vous la trouverez encore meilleure quand vous saurez qu'Amélie Bernard a reconnu à la morgue le corps du valet de chambre. Et alors? On a peut-être tué le vieux chez vous, Durtal, mais qu'est-ce que j'y peux? J'ai pas quitté la fête de la police de toute la soirée. Mes camarades pourront vous le confirmer? Vous avez très bien pu vous absenter pendant le premier acte de la pièce, ce qui vous donnait 3 bons quarts d'heure pour faire votre coup. Premier acte? Mais je n'ai pas bougé pendant le premier acte. Tenez, je peux vous le raconter, votre flic-flac. Ah, c'est une bonne idée, ça. On vous écoute. Oh, c'est facile. Vous étiez le personnage central, commissaire. Et vous jouiez en somme votre propre rôle, un commissaire arrivé qui voit se dessiner la retraite à l'horizon et qui fait le bilan de sa vie. Honnête et pas riche. Là-dessus, Durtal et Picoche, qui ont mal tourné, viennent vous proposer un coup de barbeau chez une dame seule. Vous montez sur vos grands chevaux, vous chassez Picoche et engueulez Durtal. Et puis, pour finir, vous vous laissez convaincre. Ah, c'est vrai ou faux? Oui. Mais racontez-moi un détail, quelque chose qui vous ait frappé, la dispute avec Durtal, par exemple. Oui, vous vouliez toucher le double des autres. Vous menaciez de les dénoncer. Durtal vous traitait alors de crocodile, de requin, des noms d'oiseaux, quoi. Et vous en veniez presque à vous bagarrer. C'est parfait. Vous avez une mémoire étonnante. Vous voyez bien. Vous devez donc vous souvenir aussi de l'endroit où vous avez caché le diamant. Ça nous évitera de bouleverser votre domicile en appliquant ce mandat de perquisition. Quoi? Je viens de vous prouver d'une manière irréfutable qu'à l'heure du crime, je suivais attentivement votre pièce policière. Et si attentivement même que vous avez assisté à une scène que ma mémoire défaillante ne nous a pas permis de représenter. Vous dites? Ben oui. J'ai eu un blanc, figurez-vous. Et il n'y a pas eu de dispute Gallois-Durtal. Ça prouve que vous n'avez fait que parcourir le manuscrit, ou peut-être assister à une répétition. Allons, donnez-moi la clé de votre coffre-fort. Vous avouez? Le diable, vous allez le trouver, alors. C'est vrai. Je l'ai barboté avec Kravski pendant qu'il était sous. Mais je l'ai pas tué, je le jure. C'est fou ce que j'admire les gens qui ont une belle mémoire.
Ainsi, voyez-vous, le nom de ce valet de chambre russe, eh bien, je ne l'ai pas retenu, et pourtant, je l'ai eu sous les yeux il y a moins d'1 heure. Et vous, après 5 ans, je vous félicite, Hervé. Kravski, faut le faire. Faudra encore le prouver. Et voici la larme d'or. Dans toute sa gloire. Oh, splendide. Mince alors. Je le remettrai dès demain à mon ami le conservateur du musée Carnavalet. Il sera exposé avec le nom de sa donatrice. Ainsi, la petite âme de la princesse saura où se poser. Une minute, c'est le client. Monsieur Hervé, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, l'agence est fermée. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour combien de temps, monsieur Gallois? Oh, crime crapuleux, ma foi. Ce monsieur aurait avantage à s'adresser ailleurs. Je ne crois pas que l'agence Hervé rouvre jamais ses portes.